Bonjour à toutes et à tous, merci d'être fidèles à 2 heures de marche sur Montagne TV, une émission ô combien préparée. Regardez, il y a tout un dossier et à l'intérieur, tous les éléments d'information concernant nos différents invités. Nous recevrons aujourd'hui Fabrice Lardreau. Il est né à Paris, il est écrivain, il en est à son 9e ouvrage. Le dernier s'intitule Cimes intérieures, il viendra nous en parler d'ici quelques instants. Et puis nous retrouverons également Patrick Evenot. Il s'occupe d'un événement ô combien majeur ici à Annecy qui se déroulera du 10 au 15 juin prochain. C'est le Festival international du film d'animation, vous en avez certainement entendu parler. Nous retrouverons en toute fin d'émission Camille Régoret. Elle est la responsable de communication d'une association qui s'appelle Mountain Riders. Elle viendra nous parler de l'environnement, comment préserver cet environnement. Vous allez savoir ça d'ici quelques instants. C'est dans 2 heures de marche et c'est à suivre sur Montagne TV. Fabrice Lardreau est notre invité. Il vient de signer cet ouvrage qui s'intitule Cimes intérieures. C'est aux éditions Guérin à Chamonix. C'est le petit livre rouge, j'ai envie de dire, le petit livre rouge. Vous êtes né à Paris? Oui. Bah, nobody's perfect, comme on dit. Non, effectivement, on peut avoir des défauts. Non, mais je suis né à Paris, mais j'ai très tôt fait de la montagne avec mon père. Passionné de montagne depuis votre plus jeune âge. Dans la vallée de Chamonix, puisque j'ai fait le Buet quand j'avais 10 ans. Oui. Et qu'ensuite, on est allé tous les ans en montagne dans les Hautes-Alpes. Entre Montier-les-Bains et Villeneuve-la-Salle. Et donc c'est dans le massif des Cerces où j'ai appris l'escalade, l'alpinisme et la randonnée. Vous n'êtes pas à votre premier ouvrage, c'est le 7e mon 9e livre. 9e livre. Et c'est mon 2e recueil de portraits de personnalités passionnées par la montagne. Comment est-ce que vous pouvez le définir cet ouvrage? C'est quoi? Ce sont des confidences, ce sont des conversations? C'est une manière de retracer le parcours de personnalités des arts, du cinéma, de la science, du voyage, du sport, à travers une passion qui est souvent méconnue, celle de la montagne. Et j'aime bien un petit peu revisiter comme ça le parcours de ces gens qu'on connaît pour leurs films, pour leurs livres, pour leurs découvertes scientifiques, et d'essayer de comprendre comment la montagne en fait sous-tend souvent ce parcours, et comment en réalité elle accompagne d'une manière assez forte cette passion. Par exemple, Jean-Jacques Hano a fait ses films en grande partie pour retrouver des images d'enfance à Combloux, où il est allé dans les années 50. Il m'a expliqué que vraiment, tous ces films, alors depuis 7 ans au Tibet, Le nom de la rose, L'ours, tous ces films étaient en fait une manière de revenir à des images fondatrices de l'enfance. Est-ce qu'on pourrait dire que la montagne laisse une empreinte beaucoup plus forte que n'importe quel autre paysage? Je crois, oui. Je crois parce que la montagne, pour moi, ce n'est pas un sport, c'est beaucoup plus qu'un terroir, c'est un milieu qui met le corps et l'esprit en mouvement. Et souvent, l'expérience de la montagne dans l'enfance, pour beaucoup d'entre eux, c'est des expériences précoces. Tous vos sens sont en éveil. Quand vous êtes en montagne, comme c'est le cas en ce moment aujourd'hui, on a le vent du lac, on a la lumière, on a la vue, on a le son. Et marcher en montagne, quand vous avez 10 ans, c'est autre chose que marcher autour d'un stade. C'est autre chose que faire une partie de tennis dans un gymnase. Il y a un calme, il y a une sérénité, il y a des couleurs, il y a des odeurs, il y a aussi un relief très accidenté, c'est une vraie partition. Ah, c'est une partition complète, effectivement. La métaphore est bonne parce que vous avez à peu près tous les instruments qui sont représentés. Et qui dit partition dit variation. Et la montagne vous permet d'être un simple marcheur ou simplement de vous asseoir sur le bord du lac et de contempler le paysage. Ou alors, c'est le cas de Pierre Mazot dans ce livre, d'être un alpiniste et d'aller faire l'Everest. Alors, vous parliez justement de variations. Je vais citer quelques-unes des personnes que vous avez rencontrées. Pourquoi quelques-unes d'ailleurs? Je vais toutes les citer. Jean-Jacques Hano, Jean-Jacques Benex, Pascal Bruckner, Emmanuel Carrère, Jean-Christophe Granger, Étienne Klein, Émilie Loiseau, Jeannie Longo, André Manoukian, Pierre Mazot, Pierre Richard, Willy Renette, Michel Serres, Sylvain Tesson, Nicolas Vanier. À chaque fois, peut-être une façon d'appréhender la montagne de manière complètement différente. J'imagine qu'il y a des casse-coups, puis il y en a qui sont peut-être un peu plus pépères. Ah bah totalement, si vous prenez Pierre Mazot comme quelqu'un qui a fait mourir en montagne dans des épisodes assez célèbres, la chanteuse Émilie Loiseau, à contrario, c'est quelqu'un qui s'est installé dans les Cévennes et qui a un regard très très contemplatif sur la montagne, mais les uns comme les autres, en fait, on se rapporte à la nature, une espèce de proximité, de retour sur soi. Et encore une fois, comme vous le disiez, la montagne n'est jamais anodine. De toute façon, même s'ils ne passent pas 6 mois en montagne, la montagne est avec eux. Elle leur inspire des chansons, elle accompagne le rythme de leurs livres, elle donne la couleur des images de leurs films
Donc voilà, c'est quelque chose d'assez profond, même si c'est parfois diffus. Alors j'aimerais que l'on parle maintenant du travail de l'écrivain et de votre façon de travailler. La plupart des auteurs que j'ai pu rencontrer en tout cas me disaient qu'effectivement rien ne remplaçait la plume, le papier. Vous non. Ah non. C'est le clavier aujourd'hui. C'est fini, non. C'est le clavier d'ordinateur. J'ai écrit mes 4 premiers romans exclusivement sur des cahiers. J'étais assez comment dire, ritualisé. J'avais des cahiers Clairefontaine, il fallait une couleur précise, un stylo précis. Bon. Et puis lorsque l'ordinateur est arrivé, pour beaucoup d'écrivains que je connais, que je fréquente, ça a été une libération pour nous parce que d'abord j'ai une calligraphie qui est horrible. Donc quand vous écrivez mal et que vous avez du mal à vous relire... Vous auriez pu être médecin, c'est ça? Non, je pense qu'il ne vaut mieux pas que j'étais médecin pour les patients. Pour relire l'ordonnance, c'était pas évident. Mais donc l'ordinateur permet, et surtout ça vous permet énormément de combinaisons. L'écriture c'est comme une succession de choix, de mots, de ponctuation, de corps de phrases. Ça laisse un travail plus propre peut-être à la base. Et plus rapide, c'est-à-dire que l'ordinateur vous permet un petit peu, c'est comme si un musicien, et peut-être que les musiciens le peuvent aussi, vous pouvez très vite intercaler des séquences, donc dans une phrase, avec le copier-coller, avec le déplacer. Bien sûr. On peut très vite étudier toutes les possibilités d'une phrase. Et donc l'ordinateur fait gagner énormément de temps et c'est même une espèce de stimulant créatif. Alors quelque chose qui peut rejoindre peut-être les autres auteurs, vous préférez écrire le matin? Oui. Mais alors quelque chose qui va dans le sens inverse, c'est que la plupart du temps on préfère travailler au calme. Vous, plus il y a de monde autour, et mieux vous vous portez. Pas nécessairement, parce que j'aime bien qu'il y ait de la vie autour de moi. Parce qu'en fait on passe beaucoup de temps seul quand on écrit, donc on aime bien avoir du monde autour de soi. Mais si je travaille dans le train et s'il y a des gens qui ont une conversation trop prégnante autour de moi, s'il y a de la musique, je vais peut-être mettre plutôt des bouchons d'oreilles pour avoir une forme d'isolement, mais il y a un isolement entouré, quoi. Très bien. Pas une solitude de moine, quoi. Est-ce que vous vous êtes confié, vous aussi, dans cet ouvrage, sur votre façon de vivre la montagne? Non. Non, ce sera peut-être dans le cadre d'un prochain ouvrage. Oui. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé, en fait, en interviewant les gens, de confronter leurs expériences avec la mienne et souvent de parler de la première expérience. Souvent, quand j'interviewe les gens, j'aime bien avoir l'idée de la première fois, savoir quand ça a commencé. Et voilà, moi j'ai ma première fois en tête et on échange sur ce type d'expérience. Alors vous le mettez juste à côté de la serviette de bain cet été, à lire absolument durant les vacances. Édition Guérin à Chamonix, Cimes intérieurs, signé Fabrice Lardreau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On va maintenant parler d'ici quelques instants d'un gros événement qui se passe très prochainement à Annecy, c'est le Festival d'animation. Nous voici de retour sur la terrasse du restaurant L'Aquarama au bord du lac d'Annecy en compagnie maintenant de Patrick Evenot. Je suis ravi de vous accueillir ici, Patrick. Merci, bonjour. Vous êtes à la tête d'un des événements majeurs de la ville d'Annecy, en tout cas un événement qui permet à la ville d'Annecy d'avoir un rayonnement international et une notoriété internationale. C'est le Festival international du film d'animation qui existe depuis maintenant pas mal d'années. 52 ans. 52 ans. Moi, je n'étais pas né, et vous non plus, je suis sûr. Si, mais trop jeune pour y participer tout de même. Vous êtes à la tête du CITIA. La CITIA, c'est la Cité de l'image en mouvement, c'est cela? Oui, c'est ce qu'on appelle la baseline. C'est ce qui donne un peu de sens à ce titre. Qui a un projet ambitieux, inspiré, je dirais légitimé par ce festival qui a, comme vous avez la gentillesse de le dire, une grande légitimité. Mais aujourd'hui, on bâtit aussi tout un projet qui intègre la formation, le développement économique des industries de l'image sur Annecy et la Haute-Savoie. Quand on parle du film d'animation, souvent on pense forcément dessin animé. Ce n'est pas que dessin animé. Hein. Non, c'est le genre majeur, évidemment, c'est celui que le public identifie le mieux, mais on peut animer de bien des manières et bien des objets, bien des éléments. On connaît moins l'animation de sable ou l'animation de marionnettes, on connaît un petit peu. Et puis aujourd'hui, la 3D. La 3D a pris une place vraiment prééminente. Et puis les supports se sont également aussi énormément diversifiés. Oui, et là je pense que nous ne sommes qu'au début de ce mouvement-là. Effectivement, la salle de cinéma reste quand même un lieu privilégié de la consommation
entre guillemets, ou du plaisir à voir des films, la télévision aussi, mais on voit bien qu'aujourd'hui les images on les consomme sur toutes sortes d'objets nomades et bon, la place du web, du net et tout ça est aussi importante aujourd'hui, c'est certain. Alors on va rappeler les dates de ce festival d'animation, c'est au mois de juin prochain, c'est cela? Absolument, du 10 au 15. 10 au 15, c'est ça. 5 jours pour diffuser combien de films, combien de programmes complètement différents? Je crois qu'il y a environ 220 films, Ouais. ce qui est assez considérable. Je pense qu'aucun festivalier n'a la capacité de voir tout, que ce soit en termes de projection. Il y a la partie marché du film qui est importante, il y a la partie conférence, il y a beaucoup d'offres de rencontres. Le mot rencontre est un lieu qui définit bien cet événement. C'est un lieu de croisement, on découvre des œuvres et puis on fait avancer des projets. Voilà, donc il y a 220 films, c'est à peu près 10% de ce que nous avons reçu, ce qui a été soumis à la compétition à Annecy. C'est incroyable quand même. C'est une véritable histoire d'amour entre Annecy et ce festival. Oui, je crois. La population est vraiment partie prenante. Je sais qu'il y a des projections qui s'effectuent sur le paquet et là, il y a un monde considérable. Oui, si le temps veut bien être avec nous, ça peut être un monde considérable et ces événements en plein air, à la tombée de la nuit, c'est vraiment très festif. Cette année, on aura la chance, c'est une nouveauté, y compris de diffuser un film qui est une avant-première, c'est-à-dire que les avant-premières ne seront plus que dans les salles, je dirais pour un public forcément limité par la capacité de la salle, mais aussi sur l'écran en plein air, sur le paquet. Ce sera Oggy et les cafards, qui est un long métrage tiré d'une série qui a été une série à grand succès, qui l'est encore partout dans le monde. Très bien. Alors quand on parle justement de programmation et de diffusion, historiquement parlant, ça se passait effectivement au Centre culturel Bonlieu. Là, cette année, on est en travaux. Ça va se dérouler encore pendant pas mal de temps, pas mal de mois, je crois, les travaux, d'agrandissement, d'embellissement, etc. Comment est-ce que vous allez faire? Où est-ce que vous allez diffuser les différents programmes? Alors, nous avons d'autres salles, historiquement. Le Décavision nous laisse une place assez considérable. Je peux les en remercier au passage. Mais aussi, nous sommes salle Pierre Lamy, à la Turbine, à Cran-Gevrier, salle Novelle. Et puis, nous allons investir la salle du Haras, que Bonlieu Scène Nationale a créé, cette salle temporaire. On va la configurer pour le cinéma et on pourra y accueillir 800 personnes. Donc c'est une réponse qualitative, je crois, à ce moment un peu compliqué qui est l'absence de la scène principale. Bien sûr. C'est un festival international. Combien de pays sont représentés dans ce festival? Plus de 80 et ça ne cesse d'augmenter parce que l'animation est un genre qui s'internationalise considérablement en compétition. Cette année, nous aurons dans les longs métrages un film brésilien, un film indien, un film d'Afrique du Sud. Autant de pays qui, il y a 5-6 ans, n'étaient pas imaginables à ce degré de qualité dans un festival comme celui d'Annecy. Donc voilà, ça démontre que ce genre s'internationalise et concerne aujourd'hui la planète entière. Est-ce que la France est toujours en bonne position en ce qui concerne le savoir-faire dans ce domaine? Oui. On est venu nous chercher des ingénieurs, des infographistes, des professionnels. Ça continue parce que d'abord nous avons d'excellentes écoles en France d'animation, donc les professionnels du monde entier l'ont bien compris ça. Oui. Ils viennent faire leurs courses, notamment à Annecy où le recrutement bat son plein. Et puis il y a cette French touch, enfin cette manière qu'ont les Français d'aborder l'animation, l'art peut-être en général, qui fait que la France reste le 3e producteur mondial, donc ça c'est des chiffres, mais aussi en termes de reconnaissance, d'image de l'animation française à l'étranger, ça reste une reconnaissance qui est considérable. Vous le disiez, c'est un festival où on vient faire son marché, c'est-à-dire que des diffuseurs de par le monde viennent ici pour aller chercher forcément le meilleur produit, peut-être aussi les compétences des ingénieurs ou de ceci ou de cela. C'est vraiment the place to be, j'ai envie de dire, c'est l'endroit où on fait vraiment son marché dans ce domaine? Oui, c'est pour ce qui est de sa caractéristique, c'est-à-dire un événement spécialisé sur l'animation, c'est de très loin le plus grand événement mondial. Il faut que les auditeurs l'entendent bien. Il y a des marchés plus importants, comme le marché de Cannes, mais qui est un marché généraliste, où on parle aussi bien de fiction, de documentaire, de long métrage. Là, nous sommes, sur le champ de l'animation, qui est plus restreint, mais sur ce champ-là, nous sommes de très loin l'événement le plus important, dans toutes ses composantes, festivals, marchés, conférences, etc. C'est une offre large, propre à satisfaire bien des attentes. C'est un festival qui répond également aux attentes peut-être des jeunes qui viennent découvrir ce secteur d'activité à travers justement les formations que l'on peut suivre, les différentes écoles qui sont aujourd'hui présentes en France ou à l'étranger. Pour ceux qui suivent le festival, ils savent que l'ambiance est très potache par moments, avec ces avions qui volent, le générique qui est scandé, etc., qui très vite aussi devient une ambiance attentive quand il s'agit de regarder des œuvres. Et ça, c'est lié au fait qu'il y ait beaucoup d'étudiants. Il y a environ 1200 étudiants des écoles d'animation du monde entier qui sont présents. Pour eux, ça doit être un moment assez privilégié d'être au contact des professionnels les plus reconnus et puis des œuvres qui font référence. Il y a un grand prix qui est remis chaque année, plus différentes autres récompenses. Combien de prix au total?
C'est une vraie colle, je n'en sais rien, mais il y a un grand prix dans chaque catégorie. Il y a 4 catégories. Hein. Il y a les films de fin d'études, j'en disais un mot à travers les étudiants. Cette catégorie-là est de plus en plus suivie parce que très créative de par le niveau des écoles. Les films de télévision et de commande, les films de court-métrage, qui étaient un peu à l'origine de l'histoire du festival, et les films de long-métrage. Donc dans chacune de ces catégories, il y a un cristal, puisque nous remettons des cristals. Un cristal d'honneur. Voilà. Et il y aura un cristal d'honneur. On va en parler justement, parce que chaque année, vous mettez plus ou moins en avant et sous le feu des projecteurs un pays d'un savoir-faire. Cette année, ce sera la Pologne. Oui. Alors la Pologne, qui est un pays, je dirais, qui a une histoire, hein, qui n'est pas un pays neuf dans l'animation, contrairement à d'autres que j'évoquais tout à l'heure, qui a connu, avec la chute du mur, les transitions économiques et politiques, un moment difficile et qui retrouve une vraie vitalité, qui a une vraie esthétique. La Pologne, les films polonais se reconnaissent assez facilement. Et voilà, on a plaisir à présenter la Pologne dans ce qu'elle a été, dans ce qu'elle est aujourd'hui, de rendre hommage à des grands réalisateurs et de montrer aussi qu'elle a une économie vivace dans ce pays européen. Et donc ce cristal d'honneur récompensera la Pologne ou un Polonais? Un Polonais, Jerzy Kucia, qui est un monsieur qui a déjà une jolie carrière derrière lui et qu'on aura plaisir à saluer. Très bien. On retient les dates du 10 au 15 juin prochain. J'ai envie de dire un peu partout dans Annecy, parce que forcément ce sera incontournable. Je crois qu'on ne pourra pas y échapper. On ne pourra pas y échapper, c'est tant mieux. Merci mille fois. Merci beaucoup. De nous en parler. On va continuer à parler de montagne maintenant et d'une association dont vous avez peut-être entendu parler du nom, les Mountain Riders. Vous en avez entendu parler? Je dois avouer que non. Alors vous resterez avec nous en coulisses pour écouter promis. Ce qui va se dire d'ici quelques instants. C'est avec Camille. Camille Régoret est venue maintenant nous rejoindre. Bonjour Camille. Bonjour. Responsable de communication de l'association Mountain Riders. Association née il y a combien de temps? Il y a 12 ans maintenant. Il y a 12 ans maintenant. La montagne est rare, la montagne est précieuse, il faut absolument la sauvegarder. Ça pourrait être un petit peu le mot d'ordre de l'association? Oui, la sauvegarder, la préserver, en tout cas pratiquer en ayant conscience de son impact. Alors comment vous faites pour communiquer justement la bonne démarche à avoir en montagne? L'idée, c'est surtout de ne pas moraliser, de ne pas montrer du doigt, de ne pas juger. Du coup, on utilise beaucoup d'outils ludiques, de couleurs, de messages sympathiques et surtout positifs. C'est d'accompagner, c'est d'informer au mieux? Exactement, c'est informer les clients, les pratiquants, accompagner les stations aussi parce qu'évidemment, elles ont du travail à faire. Donc on est vraiment dans un rôle d'accompagnement des acteurs de la montagne pour la mise en place d'un développement durable. Développement durable, on parle d'écologie forcément aussi. On parle d'environnement, d'écologie. Faire en sorte que la montagne soit la plus propre possible après le passage des touristes, mais pas forcément après le passage des touristes, tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Alors évidemment, on parle d'environnement. Là, on est en pleine période des ramassages de déchets. À la fin de la période d'hiver, tout le monde enfile les gants et ramasse les déchets sous les télésièges et hautes zones aussi de pratiques sportives en montagne. Et puis, on ne travaille pas que sur l'environnement, hein. On parle aussi de social, on parle aussi d'économie parce que les stations aujourd'hui ont une activité économique dont on a bien conscience et dont on a besoin. Mais voilà, on essaie de travailler à faire ça le mieux possible. Qu'est-ce que vous entendez justement par message à faire passer au niveau économique ou sociétal, ou social tout du moins? C'est tout l'accompagnement qu'on va porter aux saisonniers. Comment on les accueille, comment on leur offre des garanties, quels avantages ils ont et voilà dans quel environnement ils vont passer une saison et ça c'est important. Il y a des choses concrètes qui ont été effectuées, on le voit bien depuis quelques années maintenant sur les pistes, il y a des poubelles qui ont été mises en place. Est-ce que vous êtes à l'initiative de ce système-là, ça ou autre chose hein? Alors oui, notre rôle nous est d'inciter, donc on va forcément favoriser ce type d'installation. Mais on a un rôle encore d'autant plus important à jouer sur la sensibilisation en amont. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer comme message d'avoir des poubelles de partout dans nos domaines skiables. L'idée, c'est bien d'informer et de sensibiliser le client en amont pour qu'on évite d'avoir une montagne avec des poubelles de partout. Et est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs de la montagne ont été sensibilisés par le message et prennent en compte tout ce que vous dites? Est-ce que vous êtes en amont de certains projets aussi écoutés Oui, je crois qu'au bout d'une dizaine d'années d'action, aujourd'hui, des stations,
Des stations sont engagées à nos côtés depuis maintenant un moment et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé cette année un label qui s'appelle le Flocon Vert et qui vise à récompenser, entre guillemets, les stations les plus engagées politiquement dans ces démarches-là. Aujourd'hui, il y en a 2, en France, une en Suisse. Et voilà, c'est des stations exemplaires qui... On peut les citer? Oui, on peut les citer. Une station suisse, Villars, et la station des Rousses dans le Jura. D'accord, et là, ils font très attention à ce qui se fait en matière d'environnement. En tout cas, ils sont exemplaires, ils sont en avance. Et voilà, c'est des stations qui vont au-delà de la loi et qu'on encourage. Vous avez mis en place des éco-guides, c'est cela? Oui, c'est ça. Ça consiste en quoi, ces éco-guides? On est en plein dans l'idée d'informer, d'accompagner en amont de l'achat, donc l'achat d'une destination touristique quand on choisit ses vacances d'hiver ou d'été, ou de son matériel aussi, parce que son matériel, quand on fait du ski, du vélo, de l'escalade, a un impact. Et du coup, on travaille avec les marques pour mettre en avant un petit peu toutes les actions mises en place de leur côté, pour informer le consommateur. L'association, ce sont combien de personnes qui travaillent au quotidien avec vous? Alors, on est une équipe de salariés, on est 6 salariés, et puis on a tout un vivier de bénévoles qui œuvrent toute l'année. C'est ce que j'allais vous dire, des ambassadeurs. Voilà, exactement. Et ces ambassadeurs sont au nombre de combien aujourd'hui? C'est grandissant? Alors c'est grandissant, oui. Après, on est confronté aussi à des problématiques comme toutes les associations. Économiques, j'imagine. Voilà, mais c'est vrai qu'on a un vivier de bénévoles d'une 50aine de personnes, des sportifs de haut niveau, de moins haut niveau, des pratiquants de toute activité et voilà, de tout niveau. Et la sensibilisation justement sur la préservation de l'environnement, elle se fait plus du côté des touristes que du côté des acteurs de la montagne, où tout le monde est pratiquement au même niveau aujourd'hui? En tout cas, nous, l'idée, c'est d'accompagner tout le monde. On remarque que la prise de conscience, en tout cas chez le grand public, est quelque chose qui a vraiment avancé. Aujourd'hui, ce qui nécessite encore beaucoup de travail, c'est l'accompagnement à l'action, au passage à l'acte. Et ça, des deux côtés, tant le grand public que les professionnels, c'est un travail qui est encore à faire. C'est une éducation à faire. Voilà, c'est ça. Et ça va prendre forcément un petit peu de temps. Ça Comment est-ce qu'on peut passion. récupérer les bons réflexes, avoir les bons messages, connaître les bonnes consignes? On va sur un site internet? Voilà, on va sur un site internet, on s'informe et puis on est aussi énormément sur le terrain. C'est vraiment de là d'où on vient. On nous voit tout l'hiver en station sur les fronts de neige avec des outils et voilà, à la rencontre des gens. Donc un site web mountainriders.org. Et puis les petits panneaux, on va certainement en voir un petit peu partout dans la montagne cet été, exactement. Sur les chemins de randonnée, sur les pistes de vélo, etc., etc. Exactement. Très bien, merci mille fois d'être venu nous parler de votre association Mountain Riders. Merci. On va continuer à parler de montagne avec un groupe de passionnés de montagne, ce sont des Savoyards, et ils ont pour but chaque année d'emmener une équipe faire un périple dans l'extrême nord de l'Europe. Et ils le font systématiquement en train. Quand on parlait de préserver l'environnement, c'est certainement l'un des moyens de locomotion les plus propres aujourd'hui. Ben voilà, ils vont un petit peu dans le sens de Mountain Riders. On en regarde un tout petit extrait. Ça s'intitule Terminus Boreal. C'est un documentaire de 52 minutes. Je vous en propose juste un tout petit extrait. Et nous nous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de 2 heures de marche sur Montagne TV. Merci pour votre fidélité. Merci encore Camille. Merci. Au revoir. Il y a évidemment d'autres façons de concevoir le voyage. C'est de garder la même curiosité qui fait qu'on est des hommes et qu'on a envie de savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la forêt, de la montagne ou de la rivière, mais en essayant d'y aller avec une sorte d'humilité. Laponie. Dès sa seule évocation s'ouvrent des promesses de bout du monde figées par l'hiver boréal, de toundra balayée par le vent glacé,
ou d'immensités blanches encerclées de montagnes sauvages. À l'origine de cette histoire, il y a une bande de copains savoyards habitués à partager leur passion de la montagne. Autour de Fanny, organisatrice de l'expé, il y a Yann, Olivier, Xavier et Jean-Marie. Je serai pour ma part l'œil de l'aventure derrière la caméra. Objectif de l'expédition, rejoindre pour le traverser le massif sauvage du Sarek, au nord de la Laponie suédoise. Un écrin de montagne isolé, souvent surnommé l'Alaska d'Europe, tout un programme. Et c'est bien à la gare ferroviaire que l'équipe se retrouve. Nous avons choisi de rallier le départ de l'expédition nordique au seul moyen du chemin de fer pour plus de 2 jours de trajet en train, car le rêve de voyage imaginé par Fanny obéit à une idée forte, la mobilité douce.